Un complexe touristique du sud de la Chine est placé en quarantaine après le diagnostic positif d'un membre du personnel au virus du Parti communiste chinois. Des chutes de neige recouvrent les cultures, ce qui est rare à cette époque de l'année. Ces fortes chutes de neige s'ajoutent à la liste des catastrophes que l'agriculture chinoise a subies en 2020. Un homme d'affaires taïwanais aurait servi d'intermédiaire aidant le fils de Joe Biden à établir des relations d'affaires avec des entreprises d'État chinoises. À 18 jours seulement de l'élection présidentielle américaine, nous revenons sur la position de Biden et Trump sur les questions clés concernant la Chine. Et la lutte de Hong Kong pour la liberté s'est étendue à l'extérieur de la ville. Aujourd'hui, le Canada s'y joint. Cela fait suite à l'avertissement de Pékin de ne pas accorder l'asile politique aux manifestants pro-démocratie de Hong Kong. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Nous nous tournons d'abord vers la ville de Guangzhou, au sud de la Chine, pour connaître la situation de l'épidémie de virus du Parti communiste chinois, ou virus du PCC. Un complexe touristique y a été fermé vendredi 16. Cette mesure a été prise après qu'un membre du personnel a été diagnostiqué positif au virus du PCC. Les médias chinois rapportent qu'il est asymptomatique et qu'il vit dans l'un des dortoirs du personnel de la station. Les autorités locales ont déclaré qu'elles feraient des tests chez les résidents des stations voisines et dans d'autres endroits. Une vidéo circulant sur internet montre que les gens font déjà la queue pour se faire dépister. Un propriétaire d'entreprise vivant à l'intérieur de la station a déclaré aux médias frères de NTD, The Epoch Times, que les personnes se trouvant à l'intérieur de la station doivent obtenir une autorisation pour partir. Nous nous tournons maintenant vers le nord de la Chine, où des chutes de neige ont recouvert les cultures d'une région, détruisant la production. Ce temps anormalement froid est rare à cette époque de l'année, et les fortes chutes de neige s'ajoutent à la liste des catastrophes naturelles que la Chine et son agriculture ont subies en 2020. Une vidéo partagée en ligne a montré de fortes chutes de neige dans la ville de Jiamusi, dans la province du Heilongjiang. Les chutes de neige sont pratiquement inconnues de la région pendant la mi-octobre. Elles sont arrivées quelques jours avant la récolte des rizières. La neige a dévasté les récoltes et les agriculteurs se battent maintenant pour récupérer ceux qui restent. Dans la vidéo, une femme exprime son chagrin pour les récoltes de riz maintenant détruites. Elle explique qu'elle n'avait ramassé qu'une partie de la récolte avant la neige. Le reste a été perdu. Le Heilongjiang est la plus grande province de production alimentaire de Chine, et cette année, elle a subi plusieurs catastrophes naturelles. Au printemps, il y avait l'épidémie du virus du Parti communiste chinois avec des mesures de confinement qui ont ralenti la production. Puis en juin, certaines zones ont subi une forte invasion de criquets pèlerins. Ces insectes sont connus pour décimer les cultures. Et au cours des 2 derniers mois, la province a été frappée par 3 typhons. Les principales cultures de la région, le maïs et le riz, ont été inondées pendant la tempête. Avant cette année, les typhons étaient rares dans la région. Selon les données des autorités provinciales, les fortes pluies et les typhons ont causé des pertes de plus de 340 millions d'euros à la fin du mois de septembre. Le magnat des médias et militant pro-démocratie de Hong Kong, Jimmy Lai, a déclaré que la police avait fait une perquisition dans ses bureaux privés jeudi 15. Cela intervient plusieurs mois après son arrestation, conformément à la loi sur la sécurité nationale imposée à Hong Kong par Pékin. Jimmy Lai a dit qu'il ne sait pas pourquoi son bureau a été perquisitionné. They just want to, whatever they want to correct, they want to just get something to go against me. I don't know what it is. Le raid a eu lieu quelques heures avant la comparution de Lai au tribunal jeudi 15. Il est accusé de rassemblement illégal pour avoir assisté à une veillée aux chandelles désormais interdite. L'événement a eu lieu pour marquer l'anniversaire du massacre de la place Tiananmen en 1989. La veillée a lieu chaque année, mais la police l'a interdite cette année en avançant des risques de contamination par le virus. What can I say? Yeah. The police didn't even wait for the lawyers to come before they took everything away. So that's not the rule of law. Yeah. And they did not leave. Lai est le fondateur du journal pro-démocratie Apple Daily à Hong Kong. La police a pris d'assaut la salle de rédaction après son arrestation en août. Selon Bloomberg, les actions de son journal ont grimpé en flèche de plus de 1000% après son arrestation. Son assistant a confirmé le raid sur Twitter, disant que 14 policiers se sont présentés et ont saisi des documents. Mais le combat de Hong Kong s'est également étendu à l'extérieur de la ville. Aujourd'hui, le Canada s'y joint. Pékin a averti le Canada de ne pas accorder l'asile politique aux manifestants pro-démocratie de Hong Kong. La Chine les qualifie de criminels. Elle a déclaré que si le Canada les accueillait, Pékin considérait cela comme une ingérence dans ses affaires internes.
Jeudi dernier, l'ambassadeur de Chine au Canada, Tsang Pei-wu, a exhorté les responsables canadiens à soutenir la répression de la Chine. Il a déclaré « Si le Canada se soucie vraiment de la stabilité et de la prospérité à Hong Kong, de la santé et de la sécurité des 300 000 détenteurs de passeports canadiens à Hong Kong et du grand nombre d'entreprises canadiennes opérant dans la RAS de Hong Kong, la région administrative spéciale, le Canada devrait soutenir ses efforts pour lutter contre les crimes violents. » Fin de citation. Mais le ministre canadien des Affaires étrangères, François-Philippe Champagne, a qualifié le message de l'ambassadeur chinois de totalement inacceptable et dérangeant. Monsieur Champagne a expliqué qu'il avait demandé à ses services de contacter l'ambassadeur. Il a déclaré qu'il souhaitait, je cite, « faire savoir clairement en termes non équivoques que le Canada défendra toujours les droits de l'homme et les droits des Canadiens dans le monde entier ». De nouvelles recherches révèlent que des centaines de milliers d'enfants ouïghours de la région chinoise du Xinjiang ont un, voire deux parents détenus. Le magazine international The Economist a dévoilé sa dernière couverture intitulée « Le supplice des Ouïghours ». Selon les nouvelles données d'Adrian Zenz, un chercheur de la Fondation des victimes du communisme, les enfants de parents doublement détenus se retrouvent dans des orphelinats ou des pensionnats. Il a constaté qu'entre 2017 et 2019, le Xinjiang a accueilli 380 000 nouveaux élèves en internat. Cela représente une augmentation de près de 80% sur cette période de 2 ans. Dans un seul comté, plus de 10 000 enfants ouïghours ont connu des difficultés parce qu'au moins un de leurs parents était détenu. 1 millier d'entre eux ont eu leurs 2 parents détenus. C'est ce que révèlent les données des autorités locales. En 2018, le régime chinois a admis qu'il y avait des centres d'éducation et de formation professionnelle dans la région. Le régime a récemment publié un rapport disant qu'il a dispensé une formation à près de 1,3 million de Ouïghours chaque année depuis 2014. Selon ce rapport, il s'agissait de les aider à trouver un emploi. C'est une confirmation indirecte de la proportion des camps de détention. Le Tibet maintenant. Mercredi dernier, les États-Unis ont nommé un haut fonctionnaire américain des droits de l'homme comme coordinateur spécial pour les problématiques liées au Tibet. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a annoncé que Robert Destro assumerait ce poste additionnel. Destro occupe actuellement le poste de secrétaire d'État adjoint pour la démocratie, les droits de l'homme et le travail. Le poste qu'il doit occuper est vacant depuis 2017. Pompeo a déclaré dans un communiqué que Destro, je cite, « dirigera les efforts des États-Unis pour promouvoir le dialogue entre la République populaire de Chine et le Dalai Lama ou ses représentants, protégera l'identité religieuse, culturelle et linguistique unique des Tibétains et fera pression pour que leurs droits humains soient respectés ». La Chine a refusé de dialoguer avec le coordinateur américain, le qualifiant d'ingérence occidentale dans ses affaires nationales. Cette décision intervient à un moment où les relations entre les États-Unis et la Chine ont atteint leur point le plus sombre depuis des décennies. Elles se sont détériorées sur des questions comme le commerce, Taïwan, les droits de l'homme, la mer de Chine méridionale et le virus du Parti communiste chinois. La Chine a pris le contrôle du Tibet en 1950 dans ce que le régime décrit comme une libération pacifique. Mais le chef spirituel exilé du Tibet, le Dalai Lama, affirme que la domination de Pékin équivaut à un génocide culturel. Un homme d'affaires taïwanais a servi d'intermédiaire pour aider Hunter Biden à établir des relations d'affaires avec des entreprises d'État chinoises. Cette information a été reprise d'un article exclusif du journal pro-démocratique de Hong Kong, le Apple Daily. Depuis des années, Michael Lin, 57 ans, et sa société de conseil en investissement Thornton Group, basée à Boston, organisent des réunions entre des fonctionnaires américains et des personnes comme Hunter Biden, ainsi que des fonctionnaires communistes chinois et des dirigeants d'entreprises d'État chinoises. Selon le site officiel de Thornton, en avril 2010, la société a organisé la visite de Hunter Biden, dont le père était à l'époque vice-président dans plusieurs établissements financiers appartenant au régime chinois. Le Apple Daily, l'une des presses de Hong Kong, rapporte que plusieurs d'entre eux sont devenus par la suite des partenaires commerciaux de Hunter Biden en Chine. Le reportage indique que, selon des documents exclusivement consultés par les services secrets américains, Hunter Biden a visité la Chine au moins 6 fois au cours des 8 années où son père était vice-président des États-Unis, et tous ces voyages ont été organisés par Lin en tant qu'intermédiaire. En 2012, la société de conseil de Hunter, Seneca Global Advisors, a facilité une transaction qui est devenue le plus grand investissement de capital risque aux États-Unis cette année-là. Le client de Hunter, la start-up américaine GreatPoint, spécialisée dans l'énergie, a reçu un investissement de 1,25 milliard de dollars du conglomérat multinational chinois Wanchang Group. Selon le reportage de la presse de Hong Kong, GreatPoint comptait moins de 30 employés à l'époque, alors que la société chinoise est une société à fort capital et étroitement liée au ministère des Affaires étrangères du régime communiste chinois.
Selon un rapport des médias chinois, l'accord a été signé lors d'un forum d'affaires à Los Angeles le 17 février 2012. Parmi les participants au forum figure le dirigeant communiste chinois Xi Jinping, qui était en visite aux États-Unis à l'époque et qui a prononcé un discours lors de la cérémonie d'ouverture du forum. Xi Jinping a fait l'éloge de l'investisseur chinois Wang Qiang dans son discours. Un an plus tard, le Tantan Group de Taïwan a cofondé un fonds d'investissement privé appelé BHR Partners avec Hunter Biden et 2 gestionnaires d'actifs chinois, dont les partenaires comprenaient des entités chinoises. Les affiliés de la société de conseil ont déclaré qu'ils prévoyaient de lever 1,5 milliard de dollars. Biden a siégé au conseil d'administration de BHR depuis 2015 et a démissionné en octobre 2019. Son avocat a déclaré qu'il n'avait reçu aucune compensation de ce poste. En 2017, Hunter Biden a acheté 10% de la société pour environ 420 000 dollars. Selon un rapport des médias chinois, l'homme d'affaires taïwanais a rencontré Joe Biden fin 2017 lors de sa tournée américaine Promise Tour. Michael Lin a également été président du comité Asie de l'organisation américaine State Legislative Leaders Foundation. Le conseil d'administration de la fondation est composé de 45 dirigeants législatifs d'État au maximum. Son comité consultatif est composé de représentants de sociétés multinationales. Depuis 2007, Lin et son Tantan Group ont organisé des rencontres entre les législateurs américains et de hauts responsables du Parti communiste, ainsi que des responsables du parti Kuomintang, un parti taïwanais pro-Pékin. Lorsque Hunter Biden s'est rendu à Taïwan en 2011, Lin et Biden ont assisté à un dîner de réception organisé par une association d'entreprises amie de Pékin. La fille de l'ancien vice-président taïwanais Wu Tanyi était également présente au dîner. Wu a été présidente du parti Kuomintang pro-Pékin jusqu'au début de cette année. Apple Daily a cité une source anonyme disant que Lin est actuellement à Pékin et a été contraint de quitter la Chine continentale en raison de litiges financiers. Il ne reste que 18 jours avant l'élection présidentielle américaine de 2020, et déjà le mois d'octobre a été mouvementé. Le président Trump a contracté et s'est rétabli du virus du Parti communiste chinois, et d'autres emails doivent encore être révélés sur les liens commerciaux présumés du fils de Joe Biden avec la Chine et l'Ukraine. Parmi les incertitudes de l'avenir, nous allons aujourd'hui discuter de ce qui est certain, les positions passées des 2 candidats au sujet de la Chine. Les États-Unis ont peu de relations étrangères plus importantes que leurs relations diplomatiques avec la Chine. Aujourd'hui, nous examinons la position des 2 candidats à la présidence des États-Unis sur différentes questions en relation avec la Chine. Jusqu'à récemment, la politique du candidat démocrate et ancien vice-président Joe Biden à l'égard de la Chine semblait défendre ce que l'on appelle le consensus bipartisan de Washington. Cette stratégie consiste à s'engager discrètement auprès des fonctionnaires chinois, à faire entrer la Chine dans le système international et à stimuler son économie. Ce faisant, cette stratégie se base sur l'espoir que la Chine devienne naturellement plus démocratique et plus responsable sur la scène mondiale. We're not trying to slow down Chinese growth. The growth of China is overwhelmingly in our interest. Mais ce point de vue est en train de changer car le monde commence à reconnaître que la politique d'engagement a échoué. La Chine a exploité son accès au marché mondial, a ignoré les règles et a modifié le jeu de sorte qu'il ne profite qu'à Pékin. Puis le chef du Parti communiste chinois, Xi Jinping, est arrivé au pouvoir. Il a mis fin à la philosophie « Cachez votre force, attendez votre heure » adoptée par les précédents dirigeants communistes. C'est alors que le monde a commencé à se souvenir de la nature autoritaire du régime communiste. I spent more time with Xi Jinping than any world leader had by the time we left office. This is a guy who doesn't have a democratic with a small d bone in his body. This is a guy. Avant d'être élu, le président Trump a souvent fait des commentaires sur la Chine à la télévision. I said that China is taking advantage and abusing us. They are manipulating their currencies. They are taking all, and I don't mean like a little bit. They are taking tremendous numbers of our jobs. They're making our products. We are rebuilding China. Nous nous tournons d'abord vers le commerce. Selon Trump, l'imposition de droits de douane serait le seul moyen d'amener la Chine à la table des négociations. Après son inauguration, c'est exactement ce qu'il a fait. Il a imposé au pays des droits de douane qui couvrent environ les 3/4 de toutes les exportations chinoises vers les États-Unis. Cela a marqué le début de la guerre commerciale entre les États-Unis et la Chine. La Réserve fédérale a estimé qu'en raison de ces droits de douane, les besoins des États-Unis en produits chinois ont diminué d'1/3.
Trump a conclu un accord commercial de phase 1 avec Pékin au début de cette année. Dans ce cadre, la Chine s'est engagée à augmenter ses achats de biens et de services américains. Bien qu'il ait été critiqué par certains pour ne pas avoir abordé la question des subventions aux entreprises d'État et du vol de propriété intellectuelle. La campagne Biden a condamné à plusieurs reprises la guerre commerciale de Trump avec la Chine, la qualifiant d'autodestructrice. Un rapport de la Réserve fédérale montre que l'industrie manufacturière américaine a souffert de la hausse des coûts, des produits et des droits de douane que la Chine a imposés en rétorsion. You lost that trade war. You lost it. Lost the trade war with China. Joe Biden never fought it. La campagne de Biden ne s'est pas engagée publiquement à abroger tous les droits de douane de Trump. L'ancien vice-président dit qu'il adoptera une approche différente pour affronter Pékin. The way China will respond is when we gather the rest of the world that in fact believes in open trade. Revenons au moment où la pandémie a frappé le monde pour la première fois. Trump a d'abord fait l'éloge de Xi Jinping pour avoir travaillé dur afin de contenir le virus. Mais son ton a changé lorsque des cas d'infection ont commencé à apparaître aux États-Unis. We must hold accountable the nation which unleashed this plague onto the world, China. China will pay a big price for what they did to the world and to us. La campagne de Biden a dénoncé Trump pour avoir cru la Chine sur parole au début de l'épidémie. Biden a déclaré que s'il était élu, il enverrait les experts américains du CDC en Chine et coopérerait avec Pékin sur la réponse à la pandémie. Biden a également promis de rejoindre immédiatement l'Organisation mondiale de la santé. Ceci alors que Trump accuse l'organisation de conspirer avec le régime chinois pour dissimuler la gravité de l'épidémie. Nous examinons maintenant les approches des candidats face aux violations des droits de l'homme en Chine. À l'approche des élections de novembre, Biden a critiqué à plusieurs reprises l'agression de Pékin envers Hong Kong, ainsi qu'envers les minorités ethniques de la région autonome chinoise du Xinjiang. China is an authoritarian dictatorship. That's what it is. They have 1 million Uyghurs, 1 million Muslims in prison camps in the West. You see what's happening in Hong Kong today. Le président Trump n'aborde pas souvent publiquement la question des violations des droits de l'homme en Chine. Le livre de l'ancien conseiller à la sécurité nationale John Bolton suggère que le président refuse de parler de Hong Kong et du massacre de la place Tiananmen en 1989 par crainte de nuire à l'accord commercial avec la Chine. Trump a signé la loi sur les droits de l'homme et la démocratie à Hong Kong l'été dernier, un jour avant qu'elle n'entre automatiquement en vigueur. Il a également commenté l'arrestation du magnat des médias de Hong Kong, Jimmy Lai, qui est pro-démocratie. But I feel badly for him because I hear he's a good person. I don't know him, but I hear he's a good person, obviously, a very brave person. L'administration Trump a sanctionné plusieurs fonctionnaires de Hong Kong et de Pékin pour leur rôle dans la répression des manifestants pro-démocratie de la ville. Cela inclut la directrice générale de Hong Kong, Carrie Lam. Trump a également sanctionné une douzaine d'entreprises chinoises et plusieurs hauts fonctionnaires responsables de la répression contre le groupe ethnique ouïghour en Chine. Le chef du Parti communiste de la région en fait partie. Et presque tous les hauts fonctionnaires de son administration ont sévèrement condamné les violations des droits de l'homme commises par le régime. Quant à Taïwan, en 2016, Trump a rompu avec une tradition diplomatique américaine vieille de plusieurs décennies. Il a appelé la présidente de Taïwan pour la féliciter de sa victoire aux élections. Le voyage du secrétaire américain de la Santé et des Services sociaux, Alex Azar, est devenu le plus important voyage d'un fonctionnaire américain dans l'île. Certains soupçonnent que les États-Unis et Taïwan pourraient bientôt entamer des pourparlers économiques. Biden n'a pas beaucoup parlé de Taïwan jusqu'à présent. Mais son principal conseiller en politique étrangère a déclaré dans une interview en mai qu'il espérait que les États-Unis pourraient retrouver l'équilibre dans leurs relations avec la Chine et Taïwan. Et dans la controversée mer de Chine méridionale, l'administration Trump rejette officiellement les revendications territoriales de la Chine en mer de Chine méridionale. Elle a sanctionné des dizaines d'entreprises publiques chinoises pour leur rôle dans la construction d'îles artificielles dans la région en faveur de l'armée chinoise. L'administration a également intensifié les activités militaires américaines dans la région afin d'empêcher Pékin de consolider sa revendication sur la zone. Biden a parlé en termes généraux de la lutte contre la Chine dans la région, mais il n'a pas donné de détails sur sa stratégie. Il en va de même pour la position de Biden sur le vol de technologie et l'influence politique de la Chine. Les responsables de l'administration Trump ont récemment intensifié leur répression de la campagne d'espionnage scientifique et industriel de Pékin.
where the FBI is opening a new China-related counterintelligence case about every 10 hours. Of the nearly 5,000 active FBI counterintelligence cases currently underway across the country, almost half are all related to China. L'administration a également renforcé la surveillance de la campagne dite de Front Uni du régime chinois, utilisée pour s'infiltrer et gagner de l'influence dans la politique américaine, ainsi que sa machine de propagande soutenue par ses médias d'État opérant aux États-Unis. Regard sur la Chine, c'est fini pour aujourd'hui. Merci pour votre présence et votre soutien. N'hésitez pas à partager nos vidéos pour nous aider à diffuser une information non censurée sur la Chine et à défendre la liberté de la presse et les droits de l'homme. Très bonne soirée et à bientôt.